Bonjour, chronique aujourd'hui. Les dernières sorties pour X-Wing sont d'un genre très particulier. Pas de nouveaux vaisseaux ici, peu de rééditions, mais deux boîtes très inégalement fournies qui proposent des modes de jeu différents et qu'il s'agit d'ailleurs de distinguer même s'ils peuvent bien sûr être combinés. Aujourd'hui, je vais me pencher sur l'extension Batailles épiques qui consiste essentiellement en scénario pour 2 à 8 joueurs avec quelques règles adaptées spécialement pour ce mode et qui concernent pour l'essentiel les patrouilles. Puis dans la semaine à venir, je consacrerai 2 ou 3 articles, on verra, au kit de conversion pour les vaisseaux immenses, qui comprend tout le matériel pour ressortir en V2 les vaisseaux qui étaient dits épiques en V1. D'où un petit risque de confusion, même si pas bien grave. Le mode épique désigne ces scénarios spécifiques de 2 à 8 joueurs, souvent mais pas toujours, joués avec un nombre de points d'escadron supérieur au format standard, qu'il soit étendu ou hyperespace. Les vaisseaux immenses peuvent faire partie de l'épique, mais ils ne sont pas exactement synonymes. On peut faire de l'épique sans vaisseau immense. Ceci dit, première déconvenue quand on se penche sur l'extension Batailles épiques, eh bien, la boîte est toute petite. Pour telle ou telle raison infondée, je m'attendais à une extension au même format que la boîte de base, mais il n'en est rien. Si j'avais regardé un peu plus attentivement les vidéos de preview réalisées par FFG, j'aurais pu m'en rendre compte, mais en l'espèce, ce fut une surprise et vaguement déplaisante en ouvrant mon colis. Puis on ouvre la boîte et on se rend compte que le contenu est pour le moins limité, avec cette travée finalement mince, occupée par des cartes souvent redondantes, dont très peu de cartes d'amélioration, et il en va de même pour les nombreux pions. Bon, voyons en détail ce qu'il en est en nous basant sur le livret de l'extension qui fait 24 pages. Il se répartit à peu près équitablement en 2 ensembles. Les scénarios au cœur de l'extension occupent la deuxième moitié du livret, il y en a 11, tandis que la première partie se concentre sur l'apport essentiel de batailles épiques au regard des règles qui concernent les patrouilles, et qu'il s'agit en fait de compléter avec un guide de référence spécifique disponible en ligne. Nous allons commencer par celle-ci. En notant que le livret de batailles épiques mentionne l'existence et la compatibilité des vaisseaux immenses, mais s'en tient là, pas le moindre contenu spécifique ou la moindre règle ici, et c'est un peu dommage, j'y reviendrai. La mécanique des patrouilles est une spécificité des batailles épiques. Elle ne s'applique pas en aucun cas au format standard du jeu, qu'il soit étendu ou hyperespace. Et c'est heureux car si elle constitue un apport intéressant dans un environnement de jeu moins porté sur la symétrie et la compétition, elle sèmerait probablement bien trop la zone en jeu normal. Il s'agit d'associer plusieurs vaisseaux de 3 à 6 dans une formation dirigée par un leader. Le leader décide des manœuvres des vaisseaux de sa formation, aussi n'utilise-t-on que son seul cadran, ce qui fait gagner du temps. Et, sauf cas particulier que l'on décrira plus loin, au terme de la manœuvre, la formation, grâce aux outils adaptés, demeurera exactement la même qu'au point de départ. Quiconque a joué des nuées, surtout, sait combien il est difficile de conserver la formation au bout d'un certain temps, mais tout spécialement quand il s'agit de faire tourner les vaisseaux ensemble. La mécanique des patrouilles simplifie drastiquement les choses à cet égard et renforce du coup les effets de synergie liés au vol en formation. Une patrouille peut être constituée de 3 vaisseaux, ici des intercepteurs Tie-N de l'Empire Galactique, de 4 vaisseaux, comme ces X-Wing T-65 de l'Alliance Rebelle, de 5 vaisseaux, à l'instar de ces chasseurs droïdes de classe Vulture des séparatistes, ou enfin de 6 vaisseaux, ici Dark Vador dans son TIE Advanced X1 qui mène une nuée de chasseurs TIE-LN. Dans ce dernier exemple, nous avons donc une patrouille dans laquelle le vaisseau du leader diffère de celui de ses ailiers. Toutefois, notons d'emblée que cela n'est possible que sous condition. Si vous jouez classiquement avec les points d'escadron, cela dépendra des possibilités offertes par des cartes d'amélioration spécifiques, et on verra bien assez tôt qu'ici la boîte batailles épiques est très décevante. Maintenant, il y a une alternative car l'extension comprend des cartes de formation rapide de patrouille, en fait une et une seulement par faction. Comme c'est déjà arrivé à plusieurs reprises, ces cartes ne sont pas limitées par les mêmes impératifs que le jeu standard. Ainsi que vous pouvez le constater, dans ces cartes de formation rapide, on décrit une patrouille républicaine associant un leader Jedi dans son Nether Spy Delta 7 et des ailiers qui sont des chasseurs Tauren V19, tandis que les séparatistes ont une formation dans laquelle le général Grievous, dans son chasseur Belbalab 22, commande des ailiers Vultures. Mais cela n'est pas possible avec les améliorations fournies dans l'extension. Une note au passage, je n'ai jamais fait usage des cartes de formation rapide, tout simplement parce que, et bien ce n'est pas ainsi que je joue, je n'en suis pas moins persuadé que c'est une bonne idée, toute chose égale par ailleurs, et peut-être tout spécialement pour cette question des patrouilles, ça simplifie assez les choses. Mais passons donc aux cartes d'amélioration dites de commandement, qui sont un apport de cette nouvelle vague. Et pas seulement de batailles épiques, car on les trouve aussi dans le kit de conversion pour les vaisseaux immenses. Bizarrement ou pas, elles ne fonctionnent pourtant pas exactement de la même manière.
Pour ce qui est des vaisseaux immenses, la disponibilité ou non d'emplacement de commandement dépend classiquement du bandeau d'amélioration de chaque vaisseau immense, et les cartes de commandement pour ces vaisseaux requièrent souvent d'occuper aussi un slot d'équipage. Mais dans le cas de batailles épiques, on considère tout simplement que chaque vaisseau standard du jeu dispose automatiquement d'un emplacement de commandement, un point éclairci par le guide de référence pour batailles épiques. Ceci sans nécessité d'équipage. Reste que ces cartes dans batailles épiques sont bien trop peu nombreuses et clairement pas assez diversifiées. Le modèle de base ici est Leader Vétéran, 2 points d'escadron, carte fournie en 4 exemplaires dans l'extension. Alors, note au passage, les coûts de ces cartes, comme celles des vaisseaux épiques et de leurs améliorations, se trouvent dans un document à part disponible en ligne sur le site américain de FFG, mais pas sur le site français. Ces extensions n'étant pas pour l'heure intégrées dans le générateur d'escadron officiel, il faut soit recourir à ce document, soit faire appel à un générateur d'escadron non officiel qui les prend en compte, comme Yet Another Squad Builder. Cette amélioration ne peut être conférée qu'à un petit vaisseau, et oui, pour l'heure du moins, les patrouilles de manière générale ne concernent que les petits socles, ainsi que les outils de manœuvre en témoignent également. Cela peut paraître une évidence, même si cela ne m'aurait pas paru totalement déconnant, d'envisager des formations, même restreintes, à 3 vaisseaux disons, pour certains socles moyens comme, mettons, le Taisea Punisher ou le chasseur Arc 170, peut-être plus spécifiquement dans sa version républicaine. Mais en l'état, ça n'est de toute façon pas possible. La carte leader vétéran confère le statut de leader au vaisseau qui en est équipé. Il peut avoir 2 à 5 ailiers qui doivent tous être du même type de vaisseau que le leader. Point crucial évoqué par la bande en traitant des cartes de formation rapide qui n'ont pas cette limitation. Puis cette amélioration produit un autre effet. Quand le leader défend, jusqu'à 2 de ses ailiers dans l'arc d'attaque peuvent subir un dégât ou un critique en lieu et place du leader. C'est un atout non négligeable pour les patrouilles. Le leader, de manière très Star Wars, est protégé par ses grouillots qui encaissent les coups à sa place. Certains leaders tout désignés, comme la légendaire Howlrunner, apprécieront tout particulièrement. Plus besoin de se coltiner Iden Versio. Et voilà, leader vétéran est l'amélioration de commandement générique pour les patrouilles. Hélas, il n'y a pas grand-chose de plus, car 2 cartes seulement proposent une alternative à celle-ci de manière spécifique à telle ou telle faction. Nous avons tout d'abord Agent de l'Empire, 4 points d'escadron, carte limitée à un seul exemplaire et bien sûr réservée à la seule faction de l'Empire Galactique. Elle ne peut être équipée que par un TIE Advance X1, on pense forcément de suite à Dark Vador comme dans les films et l'illustration de The Incite, ou un TIE Advanced V1. Par ailleurs, les ailiers ne sont cette fois pas des vaisseaux du même type, ils doivent être des chasseurs TIE LN de 2 à 5 là encore. C'est donc un des rares moyens offerts par l'extension de faire bénéficier à un petit chasseur de base des manœuvres qu'un leader plus agile peut se permettre mais qui seraient normalement inaccessibles aux 10 petits chasseurs. Le cadran d'un chasseur TIE LN et surtout celui d'un TIE Advanced V1 diffèrent pour le moins. Et c'est l'atout de cette carte justifiant son surcoût. C'est aussi, j'imagine, partie du problème qui restreint la possibilité de concevoir des formations de ce type pour les autres factions, car le contraste pourrait être jugé trop grand entre les options du leader et celles des ailiers, mais je crois que ça discute et j'y reviendrai. Sinon, Agent de l'Empire a les mêmes conséquences au regard des dégâts subis que leader vétéran, et c'est un peu frustrant ce copier-coller. Et nous avons ensuite, et enfin, Élite du Premier Ordre, 4 points d'escadron, carte dont le fonctionnement est peu ou prou le même. Elle est bien entendu spécifique au Premier Ordre et limitée. Elle peut être équipée soit par un chasseur TIE SF, soit par un TIE VN Silencer, comme Kylo Ren, allez. Pour les ailiers, on change un peu. En effet, cette fois, il ne peut y en avoir que 2 ou 3 au lieu de 2 à 5. Mais ils peuvent être de 2 types différents, soit des chasseurs TIE FO, soit des chasseurs TIE SF. Cette dernière option ne faisant donc sens que si le leader est un TIE VN Silencer. La carte est peut-être un peu ambiguë à cet égard, mais je suppose qu'il faut entendre par là que tous les ailiers doivent être du même type et qu'on ne peut pas panacher entre les TIE FO et les TIE SF. Sinon, la règle concernant les dégâts est une fois de plus exactement la même que pour leader vétéran et agent de l'Empire. Et c'est tout. Seul l'Empire Galactique et le Premier Ordre disposent de ces améliorations spécifiques, qui ne sont pas tant que cela au regard de la règle des dégâts. 2 factions seulement sur 7. L'Alliance Rebelle, les Rakai et Scélérat, la Résistance, la République, les séparatistes peuvent tous aller se faire voir, ou dit autrement devront se contenter de leaders vétérans pour jouer en patrouille, ce qui impliquera que leurs patrouilles seront composées uniquement de vaisseaux issus d'un même châssis. Et je ne vois pas bien ce qui peut le justifier, surtout quand les cartes de formation rapide présentent, elles, des patrouilles dans lesquelles le leader diffère des ailiers pour certaines de ses factions.
Et ce d'autant plus que certaines de ces patrouilles sont absolument canoniques, même en se limitant aux seuls films et séries de la, de la saga Star Wars. Hein. Le général Grievous avec des Vultures, ça n'a absolument rien de déconnant, même si en jeu on préférerait peut-être plutôt le capitaine Sear ou Wat Tambor en leader. Côté République, qu'un chasseur Jedi dirige des Torrents, ben c'est un peu l'idée de base, hein, ce genre de choses. Faut-il justifier cette exclusion comme on l'envisageait plus haut par un contraste trop marqué entre les cadrans du leader et des ailiers? Dans le cas républicain, cela pourrait se défendre en apparence, mais là encore les formations rapides se montrent contradictoires, et dans le cas des séparatistes, la différence n'est pas si cruciale entre le Belbelab et les Vultures. En fait, tout joueur séparatiste les a probablement déjà joués en formation. Et je crois que le même argument pourrait être fait pour chacune des autres factions, avec de vagues bémols ici ou là. Et bon, encore une fois, le cadran du TIE Advanced V1 et celui du TIE LN, bah, ce n'est pas la même chose. Maintenant, passer agent de l'Empire et élite du Premier Ordre, que dalle. Et je trouve ça vraiment dommage quand même, en relevant que je ne prêche pas spécialement pour ma paroisse ici. Hein. Je joue ces deux factions, ça tombe bien. Et les séparatistes aussi est-ce la raison pour laquelle j'ai basé mes récriminations sur cette faction. Mais les factions que je ne joue pas devraient aussi bien avoir accès à ce genre d'amélioration pour l'équilibre du jeu, même dans un format épique qui ne se veut pas compétitif. Bon, il reste en fait une dernière amélioration de type commandement, mais elle n'a absolument rien à voir avec les autres et avec les patrouilles d'ailleurs. Il s'agit de chasseurs de cuirassés qui coûtent la bagatelle de 10 points d'escadron et qui est limitée à 2 exemplaires. Elle figure en 2 exemplaires dans Batailles épiques. Elle ne peut en outre être équipée que par des petits vaisseaux disposant d'une valeur d'initiative de 4 ou plus. Rappelons que tous les vaisseaux standards disposent d'un emplacement de commandement au regard de Batailles épiques. Cette carte n'a en fait de sens que face à des vaisseaux immenses, et on peut donc un peu se demander ce qu'elle fait ici à vrai dire. Elle stipule que quand le chasseur de cuirassés effectue une attaque contre un vaisseau immense, si l'attaque attribue une carte de dégâts face visible au défenseur et si ce dernier est dans le bullseye de l'attaquant, alors on peut appliquer l'effet tir de précision même si l'attaquant n'est pas dans l'arc spécifié. Bon, on verra dans un prochain article les règles des vaisseaux immenses, inutile de développer ici. Disons seulement que la condition d'avoir un vaisseau immense dans son bullseye n'est a priori pas très restrictive et que l'effet peut être assez redoutable. Mais c'est tout pour les améliorations figurant dans cette extension. 8 cartes de commandement de 4 types. C'est peu, trop peu en ce qui me concerne, c'est une des principales déceptions de cette extension. Mais mettons cela de côté pour l'heure et revenons au principe de base des patrouilles. Il faut pouvoir garder la trace non seulement des vaisseaux qui composent la patrouille, mais encore de leur place dans la patrouille. Le leader est forcément au premier rang et au centre, mais il a ensuite, dans l'ordre, qui sera celui de leur déplacement, un flanc gauche, un flanc droit, un soutien arrière, un soutien gauche et enfin un soutien droit. Enfin, ceci dans une patrouille à 6 vaisseaux. Si la patrouille ne comprend que 3 vaisseaux, il n'y a que le flanc gauche et le flanc droit. Pour 4 vaisseaux, on y rajoute le soutien arrière, et pour 5 vaisseaux, il n'y a pas de soutien arrière, mais il y a un soutien gauche et un soutien droit. Symétrie. Pour savoir la place occupée par tel ou tel vaisseau dans la patrouille, on a recours classiquement à des pions d'identification, mais aussi à des cartes de formation numérotées en 4 jeux de couleurs pour éventuellement 4 patrouilles différentes donc. Ces cartes sont glissées sous celles de chaque vaisseau de la patrouille, de sorte que la partie supérieure dépasse. Dans cet exemple, ce vétéran d'escadron rouge est le flanc gauche et son pion d'identification est le numéro 20. Si, pour quelque raison que ce soit, volontaire ou non, le vaisseau sort de la patrouille et vole de lui-même, alors on fait glisser la carte de sorte que ce soit sa partie inférieure qui dépasse. Comme on le voit, elle ne mentionne plus alors la place dans la patrouille, mais seulement le numéro d'identification. Et c'est l'occasion de noter qu'un vaisseau qui a rompu la formation peut ultérieurement réintégrer la patrouille. Il lui faut pour cela se trouver à portée 0 à 1 de son leader lors de la phase de préparation et ne pas être ni stressé, ni ionisé, ni tracté, ni occulté. Cependant, il ne peut réintégrer la patrouille qu'à sa position initiale dans la formation. Dans le cas présent, si le vaisseau réintègre la patrouille, ce sera donc en tant que flanc gauche. La majeure partie des règles concernant les patrouilles portent logiquement sur le déplacement. C'est après tout le rapport essentiel, mais aussi le cas échéant le plus complexe. Pour faciliter le déplacement des patrouilles tout en s'assurant que la formation persiste à l'arrivée, l'extension Batailles épiques comprend 5 outils de patrouille en carton avec un picot en plastique. L'outil de patrouille de base est le plus long, disponible en 2 exemplaires, mais les circonstances peuvent rendre plus utiles les 2 autres outils qui sont le mini-outil de patrouille en 2 exemplaires également et l'outil d'angle. Bien, prenons cette patrouille impériale composée de 6 vaisseaux. Le leader est Dark Vador dans son TIE Advanced X1 et il a 5 ailiers qui sont des pilotes de l'académie à bord de chasseurs TIE LN. Vador en tant que leader occupe la position centrale du premier rang.
Puisque la patrouille est opérationnelle, il est le seul de ces 6 vaisseaux à se voir attribuer un cadran de manœuvre, et qu'importe s'il diffère de celui des Taieren. Vador révèle sa manœuvre, c'est un virage sur l'aile à gauche à vitesse 3. On commence par déplacer Vador seul, de manière parfaitement normale, puis on place l'outil de patrouille derrière lui. Le carton a des encoches qui permettent d'y placer les glissières des vaisseaux. Attention cependant, ces encoches sont assez larges. Pour effectuer un mouvement précis, vous devez vous référer aux lignes qui figurent sur l'outil et qu'il faut aligner avec les gabarits cartonnés des vaisseaux, ce que je n'ai pas fait dans mon exemple. Puis on déplace les ailiers dans l'ordre de leur numéro d'identification, qui se trouve être l'ordre de leur position dans la patrouille. On commence donc par le flanc gauche, puis le flanc droit. Le premier rang s'est ainsi déplacé. Puis on fait de même avec le soutien arrière. Attention, c'est lui d'abord, pas le soutien gauche, puis le soutien gauche et enfin le soutien droit. On note alors l'outil de patrouille, et disons-le, quand 6 vaisseaux sont en jeu, ça n'est a priori pas toujours évident. Gaffe à ne pas faire bouger les vaisseaux à ce moment. Cela dit, avec un peu d'application et ce picot bienvenu, ce n'est pas non plus trop compliqué. Je suppose qu'on peut aussi biaiser en plaçant l'outil de patrouille derrière le soutien arrière pour placer sans risque les soutiens gauche et droit. Et voilà, c'est magique, à l'arrivée, la formation est conservée exactement comme elle était avant la manœuvre, et ce alors même qu'un virage a eu lieu. Et c'est magique, vous pouvez noter que les vaisseaux de la formation sont ainsi en mesure d'effectuer des manœuvres qui seraient absolument impensables sans les règles de patrouille. Ici, de manière particulièrement éloquente, le soutien droit a parcouru beaucoup plus de distance qu'il ne l'aurait fait en effectuant lui-même un virage sur l'aile à gauche à vitesse 3, et il n'y a après tout pas de virage à des vitesses supérieures. Mais tout ceci, c'est dans le vide. En pratique, à un moment ou à un autre, votre patrouille rencontrera des difficultés à conserver la formation, et tout spécialement en cas de collision avec un autre vaisseau. Prenons ici une patrouille composée de 3 intercepteurs taille IN qui fait face à un cargo léger YT-1300 récupéré. Le leader révèle sa manœuvre qui est un virage sur l'aile à gauche à vitesse 2. Il apparaît clairement que le leader et le flanc gauche réussiront la manœuvre, mais que le flanc droit entrera en collision avec le YT-1300. Le mieux à faire est dès lors de marquer la position initiale du flanc droit pour y revenir ultérieurement. La réalisation de la manœuvre confirme les craintes initiales. Par ailleurs, le YT-1300 empêche de poser l'outil de manœuvre normal. Pour placer le flanc gauche, on a donc recours au mini-outil de patrouille. Mais reste à régler le cas du flanc droit. Celui-ci, depuis sa position initiale, effectue en fait la manœuvre révélée par le leader, comme s'il l'avait lui-même révélée sur son propre cadran. Il avance jusqu'à ce qu'il bump dans le vaisseau résistant. Pas d'action pour le flanc droit. Et surtout, il a rompu la formation. On fait glisser la carte de position dans la patrouille de sorte que la partie inférieure dépasse. Il ne bénéficie plus des effets de la patrouille et son leader ne peut plus faire en sorte que l'ex-flanc droit encaisse des dégâts à sa place. Au tour suivant, le vaisseau égaré se verra en principe attribuer son propre cadran de manœuvre. S'il se débrouille bien, peut-être pourra-t-il réintégrer la patrouille en tant que flanc droit. Au passage, il existe d'autres moyens de sortir de la formation. Beaucoup sont involontaires. Outre le cas présent du bump, un ailier doit être séparé s'il ne peut pas être placé dans la formation, s'il est ionisé ou tracté, s'il est stressé alors que son leader effectue une manœuvre rouge, ou si un effet autre qu'une manœuvre le contraint de se déplacer ou de pivoter. La patrouille n'est en outre plus effective si le leader est détruit, ok, mais aussi ionisé ou tracté. Si un vaisseau a dû rompre la formation mais ne s'est pas vu assigner de cadran de manœuvre, il doit alors effectuer un tout droit 2, sauter sa phase d'action et gagner un marqueur de stress. Mais un vaisseau peut aussi choisir de rompre la formation. Il le déclare lors de la phase de dénouement et se comporte ensuite comme un vaisseau normal, se voyant attribuer un cadran de manœuvre, etc. On a vu à l'instant comment le mini-outil de patrouille pouvait se montrer utile quand l'outil normal était hors concours. Il existe un troisième outil pour des cas plus spécifiques qui est l'outil d'Anglin. Il permet de placer un soutien quand le flanc connecté a été retiré de la patrouille. Il faut maintenant parler des actions. 2 cas sont ici à distinguer, celui du leader et celui des ailiers. Le leader, après s'être déplacé, effectue son action normalement. Cela peut affecter la formation, bien sûr, et 2 cas très particuliers sont mis en avant dans le guide de référence pour les batailles épiques, qui concernent le MASL et l'occultation. Rien au fond que de très logique ici, je vous l'affiche en ce moment même. Mais les ailiers sont quant à eux davantage limités dans leurs actions. Ils ne peuvent effectuer que l'acquisition de cible, le calcul, la concentration, l'évasion et enfin le renforcement. C'est assez logique ici aussi. Et voilà, c'est tout pour les patrouilles, à l'exception de quelques finasseries pour lesquelles je vous renvoie au guide de référence des batailles épiques. C'est une option de jeu intéressante, si limitée donc aux batailles épiques. Moi qui ai joué quelques nuées, je ne peux qu'apprécier et clairement je vais ressortir Allrunner de son classeur. Cela dit, je suis peut-être un peu moins hypé là maintenant que je ne l'étais quand sont apparues les premières previews de cette extension, avec les premières photos des outils de manœuvre.
Dans la réalisation, c'est correct, mais pas top, je trouve. Je regrette particulièrement l'indigence et le manque de variété des cartes de commandement, et tout spécialement que 5 des 7 factions aient été peu ou prou délaissées à cet égard. Bon, ben, on verra dans la pratique. Mais il nous reste en gros la moitié du livret à examiner, et le reste du peu de matériel contenu dans cette petite boîte. Il s'agit de tout ce qui concerne les scénarios. Il y en a 11 en tout, 2 sont 2 classiques face à face opposant 2 joueurs, 2 autres sont réservés pour des parties à 3 joueurs, les 7 scénarios restants ont un nombre variable de participants allant de 2 à 8. Et on peut vraiment s'interroger sur la viabilité d'une partie à 8 joueurs, même avec un scénario dédié. À vrai dire, la question se pose en ce qui me concerne dès que l'on dépasse les 4 joueurs, à une ou deux exceptions près. Les scénarios sont en outre distingués quant à leur modalité, au nombre de 3, face à face, chacun pour soi ou bataille en équipe. Ces qualificatifs parlent d'eux-mêmes. 5 de ces scénarios se jouent sur un unique tapis de jeu classique de 90 par 90, ce qui est appréciable car tout le monde, hors club, ne dispose pas forcément de la place pour une surface de jeu plus imposante. Les 6 autres scénarios se jouent sur 2 tapis de jeu pour une surface de 180 par 90. Le livret est assez bien conçu qui condense chaque scénario en une seule page. Pour ce qui est de la mise en place, on décrit, au-delà de la surface de jeu, la limite d'escadron par joueur ou par équipe, en termes de points d'escadron au niveau de puissance, mais aussi les obstacles à placer, la délimitation de la zone de jeu et des zones de déploiement, très variables, etc. Si ça n'est pas forcément toujours très explicite, il y a plus qu'un sous-entendu voulant que les joueurs puissent adapter toutes ces spécifications en fonction de leurs désirs. À quelques exceptions près, toutes ces indications sont davantage des suggestions que des impératifs. Puis chaque scénario a des règles spéciales qui lui sont propres et qui définissent des effets particuliers, par exemple du terrain, un exemple éloquent est la rentrée atmosphérique, ou liés à des objectifs qui peuvent être des engins distants, on y reviendra. Bien sûr, les spécificités du déploiement sont mises en lumière, de même que les conditions de victoire, et dans ce genre de jeu narratif, la destruction des vaisseaux ennemis n'est pas toujours la priorité, et n'est en tout cas pas la condition permettant de déterminer un vainqueur. En fait, il y a un système de points de victoire dont l'attribution varie bien sûr selon les scénarios. La boîte comprend 16 pions permettant de les comptabiliser, double face ils valent 1 point au recto et 3 au verso. Les autres pions utiles pour ces scénarios sont les pions objectifs. Il y en a 10 numérotés d'1 à 5, leur recto est bleu, leur verso rouge, et le distinguo peut avoir des conséquences importantes en fonction des scénarios. Et ici, nouvelle déconvenue. Pas dramatique, mais tout de même un peu frustrante. Ces pions objectifs sont les seuls dont nous disposons et ils sont totalement génériques. Qu'importe s'ils désignent une navette, une tourelle ou un satellite, l'aspect graphique demeure le même. C'est tout de même un brin désolant. En V1, les pions équivalents étaient spécifiques aux missions, on distinguait visuellement les navettes des satellites, etc. Mais ces pions distincts n'ont donc pas survécu au passage en V2. Or, les nouveaux pions objectifs ont un gabarit particulier qui, à vue de nez, ne correspond pas aux anciens pions objectifs de la V1. On ne peut donc pas, a priori, ressortir son vieux pion de navette pour un scénario V2 qui y ferait appel. Bon, je suis pas tout à fait sûr de moi sur ce coup, je n'ai plus mes vieux gabarits à portée de main. Si vous vérifiez par vous-même, n'hésitez pas à me faire part du résultat. Bon, ça n'a rien de dramatique, hein, on parle de cosmétiques là, et je ne réclame pas de figurines pour tout ça, hein. Mais je trouve tout de même ce choix un peu navrant. Certains de ces pions objectifs désignent donc ce que l'on qualifie dans le lexique de la V2 d'engins distants. Ils ont tous leurs propres règles qui peuvent varier selon les scénarios, et certains d'entre eux peuvent se repositionner. On procède alors comme pour les engins distants apparus depuis la vague 3 et tout spécialement les droïdes sondes DRK1 apparus dans l'extension Infiltrator Site. Jetons un œil d'ailleurs à ces différentes cartes d'engins distants, car oui, ils ont des cartes. Leurs spécificités peuvent varier selon les scénarios, mais certains traits demeurent pour tous les engins distants du même type. Il y en a 5 de différents, cargaisons importantes, navettes, ogives, satellites et tourelles, qui sont tous numérotés en 5 exemplaires, ce qui peut faire sens au regard des scénarios, mais quand on ouvre le paquet de cartes de l'extension, cela ne fait qu'appuyer sur le sentiment de redondance évoqué à plusieurs reprises dans cette chronique. Me paraît pas vraiment utile de détailler ici, de passer en revue ces cartes. Dans le vide, ça ne rimerait pas à grand chose. Je ne vais pas non plus rentrer dans le détail des scénarios, ça n'aurait guère plus de sens. Je me contenterai de quelques mots pour chacun, des sentiments à chaud pour l'essentiel que la pratique pourra confirmer ou infirmer. Procédons dans l'ordre du livret. Le premier scénario s'intitule Escalade épique. C'est un chacun pour soi opposant de 2 à 8 joueurs et qui se joue sur une surface de 90 par 90. Chaque joueur dispose de 3 vaisseaux de puissance croissante et la mécanique joue sur un système de renfort. Ça me paraît très jouable à 4, mais d'ores et déjà je suis très sceptique concernant la possibilité d'impliquer raisonnablement davantage de joueurs. Plusieurs autres scénarios de ce livret, tous des chacun pour soi, reprendront des bases similaires. Brouillage de guerre déjà reprend le principe du chacun pour soi, mais sur une surface de 180 par 90 et au poste de 2 à 6 joueurs. Même constat du coup. On joue cette fois des escadrons plus conséquents, mais l'approche est très bourrine, faut faire du dégât.
Une mécanique de réserve joue là encore au choix des participants. Bon, je n'y crois pas des masses au-delà de 4 joueurs, hein. L'As des As, c'est une autre variation sur ce principe pour 2 à 8 joueurs sur un tapis de jeu. C'est probablement en ce qui me concerne le seul de ces scénarios pour lesquels je peux concevoir qu'on y joue à 8. En effet, c'est une sorte d'arène, on a pu la qualifier englichement de furball, dans laquelle chaque joueur ne joue qu'un unique vaisseau sur la base d'une limite en points d'escadron convenue entre les joueurs. Les vaisseaux détruits reviennent par des marqueurs d'hyperespace. Le but est de marquer des points en éliminant les vaisseaux ennemis, mais de préférence ceux qui se sont déjà montrés efficaces dans l'affrontement car ils rapportent davantage de points. C'est un jeu assez débile mais qui a l'air plutôt rigolo, et crédible à plus de 4 joueurs, ce qui, en ce qui me concerne, en fait une exception dans cette extension. Les développeurs de chez FFG ont présenté ce scénario dans une partie live que vous trouverez sur YouTube, vous en avez le lien dans l'article, c'était assez fun. Les scénarios que nous avons envisagés jusqu'à présent font guère appel à des éléments narratifs. Il s'agit plutôt de divers modes de jeu simples et directs, calibrés pour le multijoueur sans prise de tête. Avec rentrée atmosphérique, on introduit des aspects plus tordus liés au terrain et à des conditions de victoire très particulières. C'est un face-à-face pour 2 joueurs en revanche, sur un tapis de 90 par 90. L'idée est que si les vaisseaux font face à l'atmosphère de la planète, ils en paieront le prix en stress tout d'abord, puis éventuellement en dégâts. Or, il s'agit pour un des joueurs d'escorter une sorte de convoi vers cette planète, l'autre joueur cherchant à lui barrer l'accès. On a aisément des images de blocus impérial en tête. Le scénario est complexe sans être compliqué et a l'air plutôt amusant. Ça n'est dit nulle part, mais le contexte narratif de ce scénario s'accommoderait très bien du choix d'aligner des vaisseaux immenses de part et d'autre. C'est d'ailleurs ce que les développeurs de FFG ont fait dans un autre live sur YouTube, dont vous aurez le lien également dans l'article. Hélas, ils n'achèvent pas la partie, ce que je trouve très dommage. Contact transitoire également est un face-à-face opposant 2 joueurs sur un unique tapis. Il met cette fois en scène des engins distants, en l'espèce des navettes. Autrement, il s'agit à nouveau d'un scénario d'escorte, pas si éloigné donc du précédent, mais sans la rentrée atmosphérique, et avec des engins distants à escorter plutôt que des vaisseaux faisant véritablement partie de la liste. Une approche plus simple, un peu moins excitante peut-être, mais pas dit car le sort des navettes de part et d'autre peut rendre la partie au moins aussi tendue. Récupération de cargaison a quelques points communs avec les précédents, mais il s'agit cette fois d'un chacun pour soi à 3 joueurs sur un tapis. La partie est en outre asymétrique. Le premier joueur qui doit assurer l'escorte a 2 fois plus de points d'escadron disponibles que chaque attaquant, lesquels se livrent entre eux à une rude compétition. En revanche, leurs possibilités de voler des objectifs sont plus étendues, ce qui rééquilibre le jeu au plan ludique en même temps que narratif. Les engins distants sont de la partie, à la fois des navettes et des cargaisons importantes. Ça a l'air assez amusant, et avec un gros potentiel de tension dû à des dilemmes tactiques bien ardus. Si tout se passe bien, nous allons jouer ce scénario et avec des vaisseaux immenses, le cas échéant, très bientôt avec les camarades Albu et ses préchams. Un compte rendu suivra, bien entendu. Protéger l'évacuation est le premier scénario de l'extension à pouvoir être joué en bataille en équipe, 2 à 6 joueurs, même s'il est également possible d'en faire un face-à-face pour 2 joueurs. La surface est logiquement de 180 par 90 et le titre du scénario est assez explicite. FFG a publié un article de preview sur ce scénario et je vous y renvoie, là encore vous aurez le lien dans l'article. Notez si le scénario fait de nouveau appel à des navettes, son titre, le contexte, etc. incitent à y jouer des vaisseaux immenses. Le transport moyen GR75 notamment y serait parfaitement à sa place. Mais tout cela est sous-entendu et le scénario ne présente pas de spécificité pour les vaisseaux immenses. Récupération d'informations est prévue pour 2 à 4 joueurs en face à face ou en chacun pour soi. Dans l'idée, ça n'est pas forcément si éloigné de récupération de cargaison, mais sur un mode plus équilibré en termes de liste et sur 2 tapis de jeu. Qui plus est, les engins distants de cette partie sont des satellites qui peuvent produire des effets amusants. Ça a l'air très sympathique. Mais dans un registre là encore pas si éloigné, je suis peut-être encore un peu plus intrigué par tir stratégique, qui oppose 2 à 6 joueurs en face à face ou en bataille par équipe. Là encore sur une surface de 180 par 90. C'est que des ogives viennent foutre le bordel, qui donne un peu l'impression d'une partie sur un champ de mines, mais de mines qui bougent. Je tenterai bien ça. Les 2 scénarios restants sont conçus spécifiquement pour des batailles en équipe. Toutes les patrouilles au rapport opposent de 3 à 5 joueurs sur 2 tapis. Il s'agit à nouveau d'un scénario d'escorte, mais avec 4 groupes d'attaquants de part et d'autre du couloir que doit emprunter le défenseur. Pas d'engin distant cette fois. Des gros scénarios de batailles épiques, c'est probablement celui où la perspective d'avoir 5 joueurs est la plus crédible. Ok donc. Mais le dernier scénario me paraît plus amusant dans cette optique. Position fortifiée, 180 par 90, 3 joueurs, reprend le caractère asymétrique du précédent scénario, ou peut-être plus encore de récupération de cargaison, mais avec une dimension forteresse appuyée. D'autant que le défenseur a recours à des satellites, mais aussi à des tourelles, que les attaquants doivent détruire pour gagner des points de victoire. Celui-là, je le testerai volontiers. Et on en a fini pour les scénarios.
11, ça n'est pas rien, et pourtant j'ai comme un goût de trop peu. Les premiers scénarios ne m'emballent guère, hein. Le côté arène ne me parle que pour l'As des As, et bon, c'est une optique de jeu particulière. L'usage des engins distants est souvent judicieux, mais je crois que j'aurais apprécié une dimension narrative plus prononcée, ne serait-ce qu'au travers d'effets de jeu comme celui de rentrée atmosphérique, qui est un peu une exception. Par ailleurs, je suis décidément très sceptique quant aux possibilités réelles de jouer à plus de 4 joueurs. Le cas de l'As des As étant là encore à part, seules toutes les patrouilles au rapport me paraît crédible et intéressant ici. Brouillard de guerre en est probablement l'antithèse. Il y a un autre vague regret que j'avais plus ou moins exprimé jusqu'alors, rien ici ne tient véritablement compte des vaisseaux immenses. On laisse entendre très hâtivement en introduction que c'est compatible, mais Batailles épiques n'en fait au fond pas grand-chose. Il y a sans doute une dimension implicite ici, hein. Quand vous devez jouer une liste à 500 points d'escadron, y adjoindre un raider impérial paraît plausible. Mais aucun de ces scénarios ne développe quoi que ce soit à cet égard. Je crois que j'aurais aimé des scénarios avec des règles spéciales pour les vaisseaux immenses, voire des scénarios réservés aux listes alignant des vaisseaux immenses. Il y en avait toute une palanquée en V1 et qui me paraissait pertinente car ces gros machins incitent beaucoup plus que le taille de base à un jeu plus narratif. Mais rien de la sorte ici ou dans le kit de conversion pour les vaisseaux immenses. Mon dernier regret à cet égard est d'ailleurs lié, et je comprendrais si vous me disiez que j'abuse. Après tout, ceci FFG n'en avait aucunement fait la promesse. Mais voilà, j'aurais apprécié que cette extension comprenne des campagnes ou une mécanique pour élaborer ses propres campagnes. Le jeu narratif s'y prête bien plus que votre classique partie en format étendu, et ça n'en est que plus vrai quand les vaisseaux immenses sont de la partie. Mais rien de la sorte ici, et pas davantage dans le kit de conversion pour les vaisseaux immenses, une fois de plus, et oui, je le regrette. Le bilan de cette extension est par la force des choses assez mitigé. Je crois être plutôt bon public de manière générale, mais là j'ai du mal à faire preuve d'un enthousiasme débordant. Attention, hein, je ne dis pas que cette extension est nulle, elle ne l'est pas, ou que c'est du vol, elle n'est pas chère et il y a des choses intéressantes dedans. Simplement, elle est sans plus, quoi. Clairement pas un achat obligatoire, mais bon, ça on s'en doutait à la base, hein. La proposition de jeu même des batailles épiques s'adresse à des joueurs désireux d'explorer un versant plus narratif du jeu, plus fun parfois. Si c'est la compétition qui vous botte, eh bien vous le savez déjà, passez votre chemin, hein. Je suis pour ma part curieux de ces scénarios et j'ai bien envie de tester quelques patrouilles, c'est une optique de jeu qui me parle. Reste qu'un certain nombre de défauts grèvent cette extension. Il y a peu de contenu en somme et pas mal de redondance dans ce qui est malgré tout présent. Le petit nombre et la très maigre diversité des cartes de commandement m'ont vraiment déçu, et le sort de 5 des 7 factions du jeu à cet égard. Le jeu de patrouille a l'air sympathique, mais la finition est peut-être moyenne et pas toujours très pratique. Les scénarios ne sont pas si nombreux. La possibilité de jouer à plus de 4, sans cesse mise en avant dans la communication autour de batailles épiques, me laisse globalement très sceptique. L'absence de spécificité pour les vaisseaux immenses, mais surtout de campagne ou de règles de campagne, me font l'effet d'une occasion manquée. Et au plan cosmétique, ces jetons d'objectifs interchangeables me navrent un peu. Bilan pas top donc. Pas dégueu, mais pas top. À vous de voir dès lors si ces propositions de jeu vous intéressent. Mais je dois dire une chose, hein, ce retour très mitigé a peut-être quelque chose de relatif car j'ai reçu en même temps le kit de conversion pour les vaisseaux immenses. Et si cette dernière extension n'est certes pas sans défaut, certains d'ailleurs un peu du même ordre que pour ces batailles épiques, et j'y reviendrai dans mes chroniques, le fait est qu'elle est beaucoup plus remplie et plus riche. Il y a du mythos, vraiment beaucoup, et intéressant. Je vous en causerai très bientôt, et cela justifiera peut-être les sentiments un peu contrastés qu'éveille en moi l'extension Batailles épiques. Alors, à bientôt. Car c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, et si vous voulez soutenir la chaîne, je vous en prie, vous avez les abonnements, les commentaires, les pouces, les partages, tout cela est le bienvenu, et merci d'avance. Et je vous dis donc oui, effectivement, à très bientôt, probablement pour le kit de conversion des vaisseaux immenses.